Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'enregistrement numéro 10 de la table du marketing et aujourd'hui j'ai invité Benoît Berkmans, Creative Manager de l'agence La Superboîte pour nous parler de storytelling. Salut Benoît. Salut Aubray. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est notamment suite à la lecture d'un article super intéressant donc sur le storytelling que j'ai retrouvé sur le blog du site La Superboîte. Je glisserai bien évidemment le lien dans la page de cet enregistrement. Alors l'article s'intitule « Le storytelling, c'est quoi ?» Et justement, reprenons ce titre comme première question. Le storytelling, c'est quoi? Alors le storytelling, c'est quoi? C'est une grande question que beaucoup de clients de l'agence peuvent se poser. Et c'est une question vaste et dans laquelle on peut amener beaucoup de réponses. Alors globalement, le storytelling, sa définition, sa définition simple, c'est l'histoire qu'on peut raconter, inventer, créer autour d'une marque ou d'un produit principalement. Mais c'est pas un élément qui se fait, qu'on sort forcément comme ça de sa botte en mode préfet. C'est quelque chose qu'on doit construire et généralement pour laquelle on décide de se faire accompagner d'une agence pour pouvoir écrire finalement cette histoire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est forcément induit dans un produit ou un service, malgré le fait que à la création d'une entreprise ou d'un service, on pense pouvoir certainement imaginer, tiens, si on vend des baskets, c'est pour chausser les gens. Et qu'est-ce qu'on a à dire sur nos baskets et qu'elles sont super résistantes. Ok, ça c'est des descriptifs produits et une espèce de mission de vente. Ça n'empêche que là derrière, on n'a pas encore vraiment d'histoire à raconter. Et quand est-ce qu'on a besoin d'une histoire à raconter, de storytelling, c'est quand on veut faire passer des messages plus inspirants, générer une communauté et finalement tout simplement communiquer. Oui, tu parles de basket, c'est assez marrant parce qu'on reprendra tantôt en fin de discussion l'exemple de VG qui pour moi est un exemple assez parlant de storytelling. Mm-hmm. Donc ça aussi, je repartagerai le lien dans la page de l'épisode. Alors, bien souvent, quand il y a des clients qui me disent « Oui, mais écoutez, nous, du storytelling, on a déjà quelque part une page à propos de nous, on a déjà une page philosophie, on communique quelque part sur les valeurs et sur un peu l'histoire de l'entreprise. On est bien d'accord que le storytelling, ça va bien au-delà de ça. Ça va effectivement au-delà de ça. C'est quelque chose qui nécessite d'avoir un peu une source un peu créative, je pense, plutôt qu'une source de contenu de marque. C'est-à-dire que le storytelling, c'est un peu chez nous, en tout cas dans les process de l'agence, c'est quelque chose qui vient derrière une première étude et analyse stratégique et marketing. Et on a besoin, pour pouvoir le composer, d'avoir tous les fondements dont tu parles. C'est-à-dire qu'effectivement, soit que le client connaît ses valeurs, connaît son positionnement, sait quelle est sa vision, sa mission par rapport à son marché. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir reparcourir avec lui, redéfinir certains éléments, et une fois qu'on arrive à un positionnement clair, pouvoir démarrer sur le storytelling. Il se fait que souvent, les clients pensent connaître tout ça, leurs valeurs, leur mission et leur positionnement, et qu'en réalité, en échangeant avec eux, on se rend compte que soit il n'est pas complètement défini, soit on peut le repréciser ou lui donner une nouvelle direction. C'est-à-dire que forcément, ici on parle, toi et moi, de mission de communication dans le cadre du marketing. Quand des clients arrivent chez nous, c'est qu'ils ressentent un besoin de communiquer ou un besoin de revoir leur positionnement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir aller rechercher finalement qu'est-ce qui fait leur ADN. Ok, on pourrait reprendre les baskets. Ok, je vends des baskets. Ok, elles sont solides. Ok, mais quelles sont les valeurs de votre entreprise derrière? Pourquoi vous avez imaginé ces baskets? Et quand on aura toutes ces informations-là, qu'on aura réussi à monter ce premier document qui positionne cette marque et qui dit tiens, elle a inventé des baskets parce que, et telle est sa vision, telle est sa conception de la basket. Quand on sera arrivé à ça, on sera déjà arrivé à la première étape qui définit entre nous, entre le client et nous, ce qu'ils sont
mais ce sera pas encore assez que pour pouvoir le communiquer au public. C'est-à-dire que le public, ces valeurs-là, lui, finalement, ça ne lui raconte rien. C'est-à-dire, si demain, je dis, les valeurs de cette basket, c'est le respect, l'empathie et l'endurance, ça va rien dire à personne, et c'est pas pour autant qu'on va vouloir en acheter. Les valeurs de Nike, du dépassement de soi, c'est une valeur marketing qui est inclue, mais sur laquelle on communique pas. On communique par contre plutôt sur la performance. Et donc, cette histoire de performance, on va pouvoir la développer dans le storytelling. Et grâce à ce storytelling, on va pouvoir raconter toute cette histoire, aller beaucoup plus loin et surtout avoir un langage qui est adapté à notre audience. Parce que le langage d'avant, de valeur, de mission, de machin, ça, c'est le langage que nous, on parle entre nous, hein, entre toi, moi et les marques. Mais l'audience ne parle pas ce langage. D'accord. Au niveau du procédé maintenant, c'est un procédé qui est relativement long parce qu'il faut quelque part le temps pour vous un petit peu de vous immerger, de prendre la température au niveau du client, au niveau de ses valeurs. Il faut parfois un petit peu, je vais dire, aller chercher l'information parce que ils disent oui, mais nous mission, valeurs, tout ça, on les a déjà. Bon, parfois il faut peut-être un peu les recentrer, les revoir ensemble. Il faut un peu aller chercher, tirer les verres du nez, je dirais, de certaines personnes, parce qu'ils l'ont en tête, il y a certaines choses qu'ils ont en tête, ils savent comment ils vont, ils savent comment ils vont arriver à leurs objectifs, ils savent plein de choses, mais quelque part, c'est mal communiqué. Est-ce qu'il y a pour toi une recette particulière pour la mise en place du storytelling? La recette, en fait, que nous, on utilise, c'est la même depuis toujours, c'est que c'est avant tout de l'humain. C'est-à-dire que tout ça, c'est du contact et c'est un match et c'est une discussion, c'est un échange, c'est une construction. Je pourrais jamais travailler sur de la conception d'un storytelling pour une marque, un produit, un service, sans avoir rencontré le client physiquement et sans avoir passé des heures finalement avec lui dans des échanges, que ce soit physique ou téléphonique. Pendant ces derniers temps, c'était plutôt en visioconférence, mais ça n'empêche. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se connaître, sentir les gens, sentir quelles sont leurs ambitions et pouvoir les embarquer dans l'histoire qu'on va finalement inventer pour eux. Alors, je dis inventer, mais souvent, ça c'est quelque chose d'assez marrant aussi, c'est que souvent on n'invente pas grand-chose. C'est-à-dire que les fondements de ce qu'on va raconter, le client les a. Oui, ils sont déjà là, quoi. Ouais, notre métier ici et le type de mission qu'on exerce là, c'est d'aller rechercher au fond de lui ce qu'il est, le why de son produit, le why de son positionnement, et pouvoir le mettre en musique, le mettre en image, le mettre en mots. C'est ça la mission. C'est ça, faut vraiment aller capter le message et après, comme tu dis, le mettre, ouais, le mettre en mots, quoi. Le mettre en mots et le traduire dans quelque chose qui sera adapté à son audience et aussi en fonction de son objectif, parce qu'on parlait des baskets et de l'audience. Demain, je prends le cas, j'en sais rien, moi, j'ai tellement d'exemples en tête, mais on a travaillé pour une usine qui fait du métal, tu vois. Je veux dire un truc, on n'est absolument pas dans une histoire d'un produit B2B super sexy. La problématique, il la connaissait, c'est par rapport à l'environnement proche de l'usine et sur les nuisances sonores et visuelles. On a raconté une histoire autour de ça, c'est-à-dire qu'on avait la problématique posée par le client, on se devait de trouver une solution qui aille dans un sens défini par les équipes marketing chez eux, et autour de ça, on a dû raconter, donc de nouveau, ça a été une histoire de storytelling, parce qu'en fait, on a conçu un film, on a raconté les choses certainement autrement que si le client avait décidé lui-même d'envoyer finalement un tout de boîte en disant on est désolé, on fait beaucoup de bruit et on pollue et dans les prochaines années on va faire un effort sur ce point. On a dû emballer ça pour avoir un discours qui parle à cette audience-là et pour pouvoir les embarquer dans ce que l'usine veut leur partager et les inciter à participer, à prendre part et donc à nouveau c'est un exemple de storytelling. Mais tiens, tu parles justement ici d'un secteur, d'un métier qui, a priori, on va dire, auquel on ne pense pas spécialement quand on parle de storytelling. Est-ce que, si je retourne la question autrement, est-ce que le storytelling s'applique à tous les métiers, à tous les produits, tous les services, à toutes les situations? Je pense que oui.
J'essaie de trouver un contre-exemple où on aurait absolument besoin de rien me raconter, de pas m'embarquer dans quoi que ce soit comme histoire et que ce soit quelque chose d'ultra factuel. Mhm. Je sais même pas, parce que finalement, je pense que c'est nécessaire de raconter, d'emmener, qu'on parle d'une foreuse ou qu'on parle d'un service de parapharmacie. Il faut il faut qu'on me développe en fait il faut qu'on me développe le positionnement, l'approche avec laquelle on veut venir vers moi. Et c'est pas forcément toujours un storytelling complexe. Hein. On parle pas de devoir faire, comme on le disait ici dans cet exemple, du film ou inventer tout un univers complètement créatif et décalé. Mais n'importe quel premier message ou n'importe quelle ligne de texte ou visuel peut déjà m'emmener dans une direction d'un storytelling. Mhm. Mhm. Tu parles de foreuse. Moi, foreuse, rien qu'à y penser comme ça, fatalement, c'est un métier dans lequel, enfin, c'est un outil, pardon, qui a fait partie d'un process d'ingénierie. Donc, il y a des mecs qui se sont planchés derrière pour l'utilisation, pour faciliter l'utilisation de l'outil. Moi, déjà, il y a déjà quelque chose à raconter à partir de ça, ne fût-ce que sur le process de fabrication. Il y a déjà énormément de choses à raconter sur les différentes personnes qui sont dans le process de fabrication, dans le process d'ingénierie, les différentes techniques utilisées, le pourquoi cette chose a été pensée comme ça. Donc là, déjà, il y a moyen de démarrer. Maintenant, une autre question en termes, je vais dire, de canaux, et je vais doubler la question, en termes de canaux et en termes de support, donc je parle ici plutôt du texte, vidéo, image et tout ça. Est-ce qu'il y a un good mix à faire pour que le storytelling ne soit pas trop, je veux dire, rébarbatif, ne soit pas trop ennuyeux, ou ne soit pas trop, je veux dire, ne prenne pas trop de temps à arriver aux oreilles de ceux vers qui on destine le message. Je sais qu'il y a souvent des textes, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment un juste milieu à aller chercher? Bah, aujourd'hui, si tu veux, t'as deux, pour moi, hein, les deux outils principaux et un en particulier qui permet vraiment de travailler sur ça, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les abonnements, typiquement, les abonnements, je pense plus à Instagram qu'à Facebook pour le moment, mais être abonné à une marque, je te prends une marque, moi, qui me parle et qui certainement me parle depuis des années grâce à son storytelling, c'est Vans. Enfin, globalement, toutes ces marques dans cet univers-là, mais au travers d'une page Instagram, il me raconte plein d'histoires avec des vidéos, avec des posts, avec du wording, avec des quotes, avec des photos, avec que sais-je. Chaque jour, dans mon fil, il m'envoie un peu de leur histoire, tu vois. Et donc, il me fidélise grâce grâce au storytelling qu'ils mettent en image et qui lui-même est en lien avec des valeurs et des objectifs de vente, certainement derrière. Donc, je veux dire, si on remonte complètement le fil, je veux dire, derrière, il y a des marketeers qui ont défini, il y a certainement un document bien pensé sur les objectifs, les missions et la vision de la marque, et tout ça a été traduit par une autre agence marketing, digital ou de com, qui a réussi à me faire décliner des supports et me faire participer et rentrer dans l'histoire et adhérer aux valeurs de cette marque, parce que finalement, l'objectif, il est juste là. Et le média des réseaux sociaux, pour ça, est génial. Celui que j'aurais pensé avant, c'est la télévision. Alors, on en a un peu moins le bon exemple aujourd'hui, mais bon, nous, on a tous les deux plus ou moins le même âge. On a certainement des souvenirs aussi, quand on était quête, de certaines pubs qui nous ont marqué. Dans l'article, on avait repartagé un visuel de Werther's Original avec cette espèce de papy qui lit une histoire à son quête. Il y a des trucs comme ça marquants qui participaient en fait au storytelling. Et aujourd'hui encore, 30 ans après, si je pense Werther's Original, je vois le papy qui raconte une histoire. Et donc, je me racontais déjà une histoire qui est ancrée dans ma mémoire. Mais ce support aujourd'hui, je pense, a été dépassé par Instagram et les réseaux sociaux qui ont l'avantage d'être quotidiens. Et ça, la télé peut plus se le permettre. Et en fait, ils rentrent via ce smartphone chaque jour un petit peu plus dans ce qu'ils peuvent nous raconter. En fait, c'est vraiment ça aussi l'intérêt du storytelling, c'est faire du marketing sans avoir l'air d'en faire. Exactement, c'est du marketing doux. Ouais, voilà, c'est vraiment du light marketing. Ça veut dire, ok, moi, j'atteins ma cible, je rentre en communication quelque part avec ma cible,
et elle, en fin de compte, n'a pas vraiment l'impression que je lui fais passer une certaine forme de message. Et ça, je pense que c'est vraiment tout l'intérêt du storytelling. Ouais, et à contre-exemple de ça, je pense à un truc, c'est des chaînes d'hypermarchés genre Lidl, sur lesquelles tu pourrais te dire, il y en a absolument pas. Les mecs qui tabassent un fond bleu à un prix, tu vois, genre le haché de veau, 5 kilos, 5 euros le kilo. Ah ben, je me demande si au final, avec l'usage de ce type de médias et de techniques un peu push, si c'est pas aussi une forme de storytelling, tu vois? C'est-à-dire que il y a pas de contenu, il y a pas un film qui va nous faire rêver, il y a pas des valeurs qui vont forcément transparaître, mais il y a quand même un espèce de fil de communication auquel tu peux adhérer. Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais finalement, c'est aussi une filiation de messages qui fait transparaître les valeurs d'une marque. Ouais, ben moi je trouve que tu parles de Lidl. Je trouve que Lidl depuis quelques années maintenant, ils ont vraiment changé le tone of voice de leur publicité pour devenir beaucoup plus marquante ou démarquante, je dirais, par rapport à la concurrence. Ils ont Moi, gardé. j'aime bien parce qu'elles sont marrantes, elles jouent sur le côté un petit peu humoristique. Ouais. Elles sont vraiment sympas à écouter. Elles sont moins rébarbatives que simplement proposer une gamme de produits au rabais. Et on sent déjà qu'il il y a quelques marques concurrentes qui essaient de s'en inspirer, pardon. Mais là vraiment, je trouve ça aussi très sympa comme approche, comme différenciation. C'est peut-être aussi un peu quelque part du storytelling. Ils ont en fait gardé ils ont gardé un mix qui est effectivement intéressant sur une communication plutôt B2C où ils ont commencé effectivement depuis un an ou deux à raconter des histoires et encore un peu du hard selling en B2B sur du prix. Et je pense que le mix des deux, effectivement, en a fait une marque un peu plus valorisée aujourd'hui, sans compter le buzz qu'ils ont fait avec leur basket, qui finalement fait aussi part de ça, où là, c'est un peu, je pense que sans le savoir, ou alors c'était super bien calculé et il y a une équipe marketing de fou derrière, mais ça a participé aussi énormément à ce qu'on a pu raconter sur eux et à la valeur de leurs produits. Clairement, clairement. Alors, avant de passer à l'exemple des chaussures des baskets Veja, Mhm. juste une dernière chose en ce qui concerne le storytelling. Quelles sont, selon toi, les choses à éviter? Parce que parfois, on est trop, peut-être trop agressif dans le storytelling, parfois trop insistant. Là aussi, il y a peut-être un juste milieu qu'il faut pouvoir garder. Est-ce qu'il y a, selon toi, vraiment des choses qui sont rédhibitoires qu'il faut absolument pouvoir éviter lorsqu'on fait du storytelling? Euh, je pense que la chose à éviter de manière générale, et c'est pas forcément un point plus qu'un autre, c'est de raconter quelque chose qu'on n'est pas. C'est-à-dire que c'est important dans cette phase-là de conception et dans ce contenu de marque d'être juste par rapport à qui on est en tant que marque, produit ou service. Il faut pas se mentir. En fait, il faut pas se mentir à soi-même, quoi. Il faut vraiment être transparent. Comme tu Exact. dis, juste le terme est excellent. Et voilà, faut pas en faire trop. Faut pas en faire trop pour vouloir en faire trop non plus. Ça se Non. serait de toute façon. En fait, souvent aussi quand on nous appelle pour ce type de mission, c'est parce que bon, soit on est, en fait, il y a deux cas. Hein. Soit on est à l'aube de la création d'une marque, en fait, où là il y a tout à faire et c'est super parce qu'il y a un terrain de jeu qui est vierge. On va Ouais. pouvoir aller regarder ce que fait la concurrence, s'en inspirer ou au contraire se dire on veut complètement se mettre en outsider par rapport à ça. Et là, c'est vraiment l'exercice génial. Ça prend du temps et on doit pouvoir raconter une vraie histoire à notre audience et la tester et avancer là-dessus sur un gros document de marque de positionnement qui a tout son intérêt dans le lancement d'une marque. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, qui est un petit peu plus complexe, c'est quand on arrive chez nous pour un repositionnement, c'est-à-dire qu'on a un produit, un service ou une marque qui en fait existe depuis X et qui se dit en fait on se rend compte qu'on pénètre plus le marché, que le discours qu'on a est plus juste ou qu'on veut complètement faire un gap et se repositionner sur une nouvelle technique. Par exemple, en ce moment, je travaille pour une boîte qui fait de la découpe de haute précision sur du métal et qui en fait ont un parc de machines qui est un petit peu vieillissant, qui veulent se repositionner sur une nouvelle technique. Ben, on n'est occupé à développer pour eux, ils sont venus chez nous juste pour un rebranding et un website, mais de dire avant, ok les gars, mais c'est pas tout. Si on veut pouvoir communiquer à toute votre clientèle existante et à vos prospects futurs sur le fait que
vous voulez opérer un switch pour être up-to-date dans votre technique, il y a un nouveau positionnement en fait qui se dégage de ça. C'est pas juste Ouais, il faut ramener la chose, quoi. Voilà, on parle pas que du parc machine. On dit non, il y a une vraie volonté d'entreprise d'aller plus loin. Avec cette volonté, on décide de s'équiper. Mais nous, on a un truc à raconter là-dessus. Et sans racontant ça aux prospects et aux clients, on va pouvoir transmettre des valeurs et faire paraître un message de tiens, je peux toujours compter sur eux. Ils se sont mis up to date, ils ont une volonté d'aller plus loin, j'ai envie d'aller plus loin avec eux. Et donc là, à nouveau, c'est l'exemple 2, c'est-à-dire qu'on doit partir sur des bases existantes, pouvoir entendre le client, son histoire, son ancrage, son passif, et opérer avec lui un changement de direction et de cap, et le repositionner sur une nouvelle histoire. C'est un peu les deux exercices sont intéressants. Le premier est plus excitant parce qu'il est frais, qu'on a un terrain qui est vierge et qu'on peut aller vraiment se positionner différemment des autres et vraiment raconter quelque chose d'autre. Le deuxième, il est plus intéressant parce qu'il est plus stratégique. Donc chacun, pour nous, ont des avantages et inconvénients, mais dans les deux cas, pour répondre à ta question initiale, l'objectif, c'est d'être vrai par rapport à soi-même, pouvoir toujours raconter, élaborer ce qui fait le why de la création de ce produit, service ou marque. Et si on est juste là-dessus, on sera transparent avec notre audience et on arrivera à embarquer. Le mauvais cas, c'est si on raconte un truc qui n'est pas nous et que notre audience le comprend. Alors là, je veux dire, c'est l'effet, ça c'est le pire des trucs qui puissent... Ouais, c'est l'effet inverse que tu auras en fin de compte. Voilà, donc là en fait, tu vas complètement perdre les gens à qui tu racontes la chose. Et puis, ben, voilà, c'est la marque ou le produit est juste mort, quoi. Ben, tu parlais de basket et j'avais dit qu'on allait aborder en début d'enregistrement. Moi, je suis tombé récemment sur, je connaissais bien sûr les valeurs autour de la marque de basket Veja. Je suis reparti sur leur site internet, j'ai été un peu visiter les différentes catégories. Effectivement, je suis tombé sur et ça a été joué de manière assez subtile, je trouve, en termes de format, parce que c'est un texte qui défile et qui simplement retranscrit après en voix. Et donc tu peux vraiment entendre l'histoire, parce que c'est deux gars qui ont créé la marque, travaillaient pour une autre marque assez connue en France, et ils ont été visiter des usines de fabrication, notamment en Asie, en se rendant compte à un certain moment que la mondialisation, et là je reprends leur propre terme, a déconné à un certain moment, en retrouvant par exemple 30 salariés dans une même pièce à dormir à même le sol et des choses comme ça. Effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y a un stud quelque part. Et après, ils décrivent vraiment le procédé, ce qu'ils ont été chercher vraiment chez chaque fournisseur pour réussir à fabriquer les chaussures Veja. Et effectivement, moi je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça malin parce que c'est pas vraiment une vidéo, donc quelque part quand tu lis le texte et ou quand tu écoutes simplement la bande son, mais tu te crées toi-même tes propres images mentales, je vais dire. Et donc ça permet en plus de vraiment t'approprier encore plus l'histoire. Donc c'est vraiment assez intéressant comme cas pratique. Honnêtement, je crois qu'il y en a bien d'autres. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien. Je pense aussi qu'il y a certaines marques qui font du storytelling, je veux dire, à des fins un petit peu plus subtiles, peut-être pour masquer certains messages ou certaines informations. Je vais pas nommer de marque ici, mais il y a des secteurs qui sont un peu plus sensibles, les secteurs notamment dans le pétrole, dans la construction, dans les milieux qui sont peut-être un petit peu moins vus, qui essayent tout de même de nous raconter des choses, notamment on parle ici de tout ce qui est sustainability et autres, et clairement du storytelling autour de ça. Et voilà, est-ce que c'est pas du storytelling aussi un peu pour cacher certaines choses, quoi. Ils essaient quand même d'embarquer leur cible, mais derrière, on peut toujours un petit peu se poser la question, oui, mais tiens, est-ce qu'en fait, ils essayent pas un peu de planquer un aspect un petit peu, une perception un peu négative qu'on pourrait avoir de ça. Voilà, c'est un peu le jeu aussi. Écoute, un tout grand merci pour cette discussion que moi j'ai trouvé super intéressante. Je remets les différents liens donc vers l'article de votre blog. Je remets le lien vers la page de Veja pour que vous puissiez aussi vous rendre compte de l'intérêt du storytelling et de la manière dont eux
l'ont réalisé sur le site. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain enregistrement.